beaucoup, merci de l'invitation. Je suis sincèrement désolé pour tout le monde de ne pas être là présent pour des raisons familiales. Je sais que c'est beaucoup plus interactif en vrai, mais on va essayer de faire au mieux autour de ce topo sur le nerf pudendal et on va s'intéresser à son intérêt en anesthésie et en douleur, puisqu'on vient de parler de douleur dans les 2 minutes juste avant. Vous allez avoir une super partie samedi sur l'anatomie, donc je vais y aller très rapidement pour juste le but de ce topo. Et après, le professeur Douzenko et le docteur Hurteler reprendront toute l'anatomie du nerf pudendal samedi. En gros, pour faire simple, l'origine du nerf pudendal, c'est les racines ventrales des nerfs sacrés de S2 à S4 avec un contingent principal qui est S3. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de son trajet, il va y avoir des rapports anatomiques clés qui vont nous servir en anatomie pour l'anesthésie et pour la douleur, qui sont en rapport avec le piriforme, avec les ligaments sacro-épineux et sacro-tubéreux, et puis dans le canal d'Alcock avec l'obturateur interne. Ce nerf pudendal, il va avoir 3 branches terminales. On a vu son innervation initiale, proximale, donc S3 principalement, et 3 branches terminales qui vont être le nerf dorsal du clitoris ou de la verge, le nerf périnéal et le nerf rectal inférieur, et chacune vont avoir des territoires d'innervation différentes avec des territoires d'innervation sensitive différentes, et certains vont avoir une fonction motrice et une fonction somatique. Et donc, on va pouvoir avoir des indications à la fois en anesthésie, comme bloc analgésique dans certaines chirurgies, et puis en douleur, comme bloc diagnostique, voire thérapeutique dans la névralgie pudendale et dans d'autres douleurs pelvipérinéales. Alors tout d'abord, si on prend en anesthésie de façon assez rapide, une revue systématique de la littérature sur le bloc pudendal dans la chirurgie robot assistée pour la prostate, avec une revue systématique et analyse entre il y avait donc les érecteurs spinae, le QLB, le bloc pudendal et la morphine intrathécale. Celle qui ressortait comme analgésie la plus efficace, c'était la morphine intrathécale, mais le bloc pudendal sortait également comme une méthode analgésique post-opératoire efficace. Et puis, bien évidemment, ce qui est plus connu, c'est la chirurgie anorectale avec les chirurgies post-hémorroïdectomie, avec une efficacité du bloc pudendal sur l'échelle de consommation, sur l'échelle numérique de la douleur, sur la consommation dentalgique et sur les symptômes de dysurie post-opératoire. Les petits QR codes que je vous mets à chaque fois, c'est si vous voulez flasher et vérifier que ces articles existent vraiment. Et puis, bien sûr, pareil, en pédiatrie, et donc encore une fois en chirurgie urologique, revue systématique de la littérature avec méta-analyse sur l'efficacité du bloc pudendal dans les chirurgies urologiques chez l'enfant. Avec, dans cette méta-analyse, qui ressortait, le pudendal ressortait comme supérieur à la caudale qui est fréquemment pratiquée. En revanche, qui sort pas pour l'instant sur le bloc pudendal en anesthésie, c'est sur les chirurgies, sur l'obstétrique principalement, et notamment sur l'analgésie post-déchirure périnéale et épisiotomie. Les dernières recommandations prospect ne le recommandent pas parce que pour un manque de preuves surtout, et en fait quand on s'intéresse au seul papier qui est publié dessus, il y a une seule étude, 40 patientes, c'est une étude positive avec une baisse de l'échelle numérique de la douleur postpartum à l'assise et à la marche, mais faible et effective, et une seule étude positive, donc impossible de le recommander dans cette chirurgie. En termes de pratico-pratique, en anesthésie, comment avait-on plutôt l'habitude de le faire et comment a-t-on transposé ça actuellement avec l'apport de l'échographie, puisque c'est le principe et le but des AEA également. On avait l'habitude de faire, on a tous appris le bloc pudendal sous neurostimulation. Et maintenant, on peut le coupler à de l'échographie dans les chirurgies dont on vient de parler, donc hémorroïdaire, canal anal, prostate et certaines chirurgies urologiques, avec ce bloc au niveau de la fosse ischiorectale. Et en fonction du volume qu'on va mettre à cet endroit-là, on va avoir une diffusion plus ou moins importante sur les 3 branches que je vous ai précisées précédemment, avec, quand on met un faible volume, plutôt le nerf périnéal qui va être bloqué, et puis quand on va mettre un plus gros volume, plus de 10-15 millilitres, alors là, on va avoir une extension aux 3 nerfs possibles. Mais il y a une deuxième voie qui est intéressante, c'est la voie transglutéale. Donc en fait, là on est en postérieur, c'est des patients qui sont en décluse ventrale. Je vous le montrerai tout à l'heure, je vous mets ces images sur la douleur. Et là on va pouvoir en fait faire ce bloc pudendal à l'épice sciatique. Alors il va y avoir 2 écueils de l'un et de l'autre. Le premier qu'on a l'habitude de faire, même si on y met le guidage échographique, c'est plutôt
au bloc opératoire en position gynécologique chez un patient plutôt endormi. L'autre, par rapport à l'ALR habituel, on va pouvoir faire une anticipation possible puisque c'est un bloc qui se fait assez facilement en DV. Mais par contre, que vous voyez la structure que vous voyez sur l'échographie au-dessus de l'épine sciatique, c'est le nerf sciatique. Donc attention au risque de diffusion au nerf sciatique en fonction du volume. Et je vous montrerai les images exactes tout à l'heure. Deuxième partie sur l'algologie. Alors je sais que tous d'entre vous font pas de l'algologie, font pas de la douleur, mais c'est quelque chose qui est intéressant à connaître parce que c'est clairement un des nerfs pivots de la douleur périnéale avec un nerf qui peut être atteint dans différents endroits. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de ces rapports anatomiques avec le piriforme, avec le ligament épineux sacrotubéreux, la pince ligamentaire et avec l'obturateur interne au niveau du canal d'Alcock. Il y a beaucoup de douleurs pelvipérinéales qui sont bien plus complexes qu'une pudendalgie seule, mais on peut avoir, dans quelques cas, des tableaux de mononeuropathie pudendale sur des microtraumatismes répétés, notamment les grands cycliques, sur des chirurgies pelviennes, sur des accouchements compliqués, etc., etc. Et en fait, à ce moment-là, l'anesthésie loco-régionale, le guidage échographique peuvent nous permettre de nous orienter sur ces névralgies pudendales, enfin sur ces suspicions de névralgie pudendale quand on a une douleur pelvique périnéale. On a des arguments forts, des critères forts pour dire qu'un patient qui vient pour une douleur pelvique périnéale a une névralgie pudendale ou non. Ce sont les critères de Nantes, Cocorico, des critères français. C'est donc une douleur dans le territoire anatomique du nerf pudendal. On fait très simple, de l'anus à la verge ou au clitoris. Elles sont déclenchées ou aggravées par la position assise. C'est des patients qui, quand vous les voyez en salle d'attente, en fait, ils sont debout, ils attendent debout. En consultation, ils sont debout, ils peuvent pas s'asseoir parce que ça déclenche des douleurs de façon importante. Ce sont des douleurs qui sont uniquement la journée avec une absence de réveil nocturne. Il n'y a pas de déficit sensitif au moteur dans la zone à l'examen et ça, c'est très important. Et puis, dans ces critères forts de diagnostic, il y a la réponse positive à un bloc anesthésique pudendal, donc à une infiltration. Et donc, pour poser ces diagnostics, faut qu'on soit capable de faire ces infiltrations. Alors, elles peuvent être faites sous scanner ou sous échographie. Il y a des papiers qui montrent que on peut très bien faire ces infiltrations sous échographie quand on les compare au scanner au niveau de la diffusion du produit. Et puis, les explorations neurologiques, l'électromyographie périnéale sont des examens complémentaires douloureux pour les patients, ne sont pas du tout nécessaires et c'est pas un critère diagnostique obligatoire. C'est un critère optionnel à besoin s'il y a un doute sur un diagnostic différentiel ou sur plutôt une étiologie secondaire type cancer ou autre. Les examens complémentaires principaux à réaliser chez un patient chez qui vous suspectez une névralgie pudendale, sont les IRM lombaires et pelviennes. Alors, on verra rien sur un entrappement du nerf pudendal parce que, comme on disait, cet entrappement est plutôt en position assise. Donc, l'IRM, comme vous le savez, c'est en position allongée. Donc, souvent, finalement, cette IRM pelvienne est normale et c'est ce qu'on en attend. Par contre, on veut éliminer des diagnostics secondaires, des néoplasies et des pathologies, que ce soit au niveau lombaire, sacré ou coccygienne. Donc, on le fait que s'il y a on le fait quand même assez souvent. Mais clairement, dès le début, s'il y a un antécédent de néoplasie dans l'histoire personnelle de la patiente, une hypoesthésie ou des symptômes donc moteurs ou sensitifs, et puis si après les douleurs deviennent chroniques au-delà de 3 mois, c'est des examens à faire pour éliminer des diagnostics différentiels graves. Ces diagnostics différentiels de la région, je vous disais, on a tendance à dire névralgie pudendale pour toute douleur pelvipérinéale. En fait, c'est un diagnostic qui est assez compliqué et là encore, nos apports d'anesthésistes et d'échographistes avec de loco-régionalistes vont être très utiles puisqu'on peut avoir des diagnostics différentiels. Je crois que Thomas Charles vous a parlé avant du génitofémoral, etc. Mais c'est des nerfs qu'on peut être amené à infiltrer en diagnostic différentiel, ilio-inguinal, ilio-hypogastrique, le génitofémoral, parce que en fait ces territoires d'innervation du périnée que je vous ai mis juste en dessous peuvent se recouper et parfois il y a des diagnostics qui sont difficile entre un ilio-inguinal, un vrai pudendal, un génitofémoral. Il peut y avoir des diagnostics différentiels avec des syndromes myofasciaux, ça arrive souvent, des contractures musculaires qui miment des douleurs neuropathiques dans la région, avec des contractures du piriforme, des hypertonies pelviennes, des problèmes au niveau de l'obturateur interne. Et ça, c'est hyper important d'avoir un réseau de prise en charge de ces douleurs pelvipérinéales avec des kinés spécialisés là-dedans, parce que sinon, clairement, on s'en sort pas.
Et puis les diagnostics différentiels de maladies d'organes en tant que telles, les prostatites chroniques, l'endométriose, les cystites interstitielles, les coccygodynies, les vulvodynies, etc., etc. Et là, encore une fois, il est très important d'avoir un réseau de prise en charge de ces douleurs avec des spécialistes d'organes, des urologues, des gynécologues, etc., qui s'occupent à chaque fois, des gastro-entérologues, des proctologues, qui s'occupent un peu d'éliminer les diagnostics d'organes avant de conclure à une névralgie pudendale ou à un syndrome myofascial de la zone. Puisqu'on est aux AEA, on va terminer par l'approche échographique de cette névralgie pudendale, enfin de cette infiltration du nerf pudendal par voie donc postérieure translutéale. Donc en gros, c'est des techniques qui sont décrites que vous retrouvez dans le PENG. Et là, on vous a refait une fiche détaillée que vous pouvez trouver avec le QR code. Donc on part en gros de l'épimyliaque postéro-supérieur avec une approche crânio-caudale jusqu'à l'épine sciatique et puis la tubérosité sciatique. On peut dessiner des lignes avec un croisement des lignes, en gros, entre le coccyx, le grand trochanter, la tubérosité sciatique et puis l'épimyliaque postéro-supérieur. Et à cette croisée des chemins, en gros, on peut trouver l'emplacement du nerf pudendal, mais on va reprendre surtout le guidage échographique. Donc, je vous parlais d'une procédure qui se fait en décubitus ventral avec trois principales étapes. Et là, vous allez comprendre les rapports anatomiques dont je vous parlais tout à l'heure. La première étape, on est au niveau de l'épimyliaque postéro-supérieur, on se met un peu en latéral et on a donc la cascade des fessiers avec le grand fessier au-dessus, le moyen fessier et le petit fessier. Et là, on va se déplacer progressivement de cranial à latéro-caudal. La deuxième image qu'on va avoir, c'est au niveau de l'échancrure sciatique avec le grand fessier qui est au-dessus, le piriforme qui va apparaître en dessous et vous verrez, je vous ai mis un live scanning juste après, voilà, avec en dessous le nerf sciatique et puis le nerf pudendal qui va pouvoir sortir juste après. Et la troisième étape, donc on est encore un peu plus caudal. On a le nerf sciatique qui s'est placé au-dessus de l'épine sciatique. Et en fait, en médial de cette épine sciatique, vous voyez que l'épine sciatique, relief osseux, cône d'ombre postérieur complet. Et puis en médial ici, on va avoir un passage de nos ultrasons. On n'a pas de cône d'ombre parce que juste au-dessus, ce n'est pas de l'os, mais c'est l'espace interligamentaire entre les ligaments sacro-épineux, sacro-tubéreux. Et dans cet espace interligamentaire, on va pouvoir trouver les vaisseaux pudendaux, à ne pas confondre avec la glutéale inférieure qui va cheminer avec le sciatique. Et puis souvent, en médial de ces vaisseaux pudendaux, on peut avoir le nerf pudendal apparaître sur nos écrans. J'espère que vous voyez bien la vidéo et normalement ça passe, c'est expliqué. Donc on repart du début avec ce qu'on disait, la vidéo, puis les champs avec la sciatique et le muscle périforme du poignet en noir juste au-dessus avec une hypoégogie légère. Et puis quand on descend, l'épine sciatique avec le cône postérieur, le nerf sciatique est au-dessus de cette. Et puis en médial par rapport à tout ça, ici, on voit cette structure hyperégogène qui est probablement le nerf pudendal. Et en médial par rapport à tout ça, et quand on descend plus, on rentre dans le canal de Cox avec l'option interne. Et donc là, mais au milieu du canal de Cox, là on remonte un peu pour retrouver l'épine sciatique avec en médial le nerf pudendal. Si on fait la ponction éco-guidée, on va fonctionner plutôt de médial à latéral. Alors, différentes techniques sont décrites. Médial à latéral. Le nerf sciatique étant latéral, on a moins de risque de lésion du nerf sciatique quand on fonctionne de médial à latéral. On avance progressivement en hydrolocalisant. Le but, c'est d'aller donc l'épine sciatique et de pas injecter trop de produits, quelques millilitres pour pas avoir de diffusion au nerf sciatique. Et quand on parle de bloc test du nerf pudendal, on parle de 0,5 à 1 millilitre. C'est des volumes qui sont tout petits. On s'assure de l'absence de diffusion au nerf sciatique. Et bien sûr, on relève le patient premier levé avec nous pour s'assurer qu'il n'y a pas de déficit du sciatique, mais avec 0,5 à 1 millilitre. Pas de risque. Clairement, attention, si vous faites, j'ai déjà des patients envoyés donc qui ont eu des blocs tests du nerf pudendal, mais avec 5, 10, 15 millilitres. En effet, il y a des blocs du nerf sciatique de façon certaine puisque il est juste à côté et donc on a une diffusion. L'approche échographique, encore une fois, puisqu'on est aux AEA, dans le parcours pudendal, elle a plusieurs intérêts. Le bloc test diagnostique, clairement, qui fait partie des critères.
Et puis derrière, de pouvoir proposer des thérapeutiques qui, dans les recommandations de 2022 faites par l'équipe de Nantes pour l'instant, ne font pas l'objet d'une recommandation forte, mais avec des papiers qui sortent dans la littérature sur la radiofréquence pulsée du nerf pudendal. Et puis il y a des papiers qui tendent à sortir sur la cryoneurolyse. Attention quand même, c'est un nerf qui a des composantes motrices. Et puis on est chez des patients qui ont des douleurs pelvipérinales complexes. Dans le parcours névralgie, même si c'est pas une névralgie pudendale, c'est un bloc qui peut servir parce que il permet également, l'échographie permet également de faire des autres blocs tests diagnostiques différentiels. On parlait du génitofémoral, de l'ilio-inguinal idiolopogastrique, et donc c'est des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire également, si on suspecte plutôt une pathologie du piriforme, une contracture du piriforme, de la toxine ou des infiltrations à ce niveau-là, au niveau du piriforme, avec des symptômes parfois de sciatique tronquée ou de névralgie pudendale un peu atypique. Et bien sûr, encore une fois, ces patients, une fois que vous leur avez relâché le piriforme avec une technique interventionnelle, c'est des patients que vous allez devoir envoyer en kinésithérapie pour entretenir cet effet, sinon on n'arrivera pas à s'en sortir. Et par contre, attention, les risques le bloc du nerf pudendal par cette voie-là, ça peut être un bloc sciatique, une lésion du nerf sciatique, des ponctions vasculaires, vous avez vu qu'il y a la butée inférieure et le pudendal dans la région, et puis les risques d'infection et d'hématome inhérents à toute technique. Je finirai sur cette diapositive. Le nerf pudendal, puisque c'est le thème du topo général, a un intérêt en anesthésie et en algologie. En algologie, c'est la névralgie pudendale est un diagnostic clinique basé sur des critères stricts qui sont les critères de Nantes et l'infiltration en est un. Par contre, il y a de nombreux diagnostics différentiels, donc toute douleur pelvipérinéale qu'on voit en consultation pour ceux qui font de la douleur est loin d'être une névralgie pudendale pure. Le territoire pudendal est à connaître pour interpréter les différentes douleurs périnéales. Les blocs pudendaux ont une double utilité, on l'a dit, diagnostic et une option thérapeutique, avec l'écho qui a un vrai apport là-dedans pour la précision, pour la sécurité, pour la reproductibilité du bloc, puisque si vous faites un bloc test scanner par un radiologue et qu'après c'est vous qui faites la radiofréquence pulsée, c'est un peu dommage, vous n'avez pas le même mode de guidage. Et clairement, l'intégrer dans nos stratégies pour ceux qui font de la douleur, c'est clairement une aide au diagnostic et à la prise en charge thérapeutique, et l'intégrer dans nos stratégies en anesthésie. On a montré qu'il y avait les chirurgies rectales, urinaires et certaines chirurgies gynécologiques dans lesquelles ça pouvait avoir un intérêt. Je vous remercie. Encore une fois, je m'excuse de ne pas être avec vous et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup, Cyril. Très belle approche de parcours. En plus, c'était très important de parler de parcours des patients, en particulier en algologie. Tu as bien dit que, en parlant en chirurgie, le bloc pudendal s'intègre parfaitement dans la chirurgie anorectale et même la chirurgie de la verge d'ailleurs, qui doit être vraiment le bloc à proposer. Deuxième chose, la voie que tu décris avec une voie en patient en décubitus ventral est intéressante aussi pour pouvoir éventuellement aller bloquer les nerfs clunéaux, parce que c'est très très souvent associé à ce territoire, les clunéaux moyens en particulier. Très clairement. J'en ai pas parlé dans le diagnostic différentiel du clunéal, notamment inférieur, avec des douleurs qui peuvent irradier dans la tresse et l'intérieur de la jambe. Alors il y a les clunéales moyens et supérieurs aussi, mais le clunéal inférieur est souvent un diagnostic associé ou différentiel, mais souvent associé d'ailleurs. Et en effet, on peut l'infiltrer. Alors tout à fait, on peut l'infiltrer sous échographie, partiellement en décubitus ventral également. Oui, merci. Alors juste une question à la salle peut-être. Une question pour Cyril. Non, sur les blocs pudendaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez, vous parlez des blocs pudendaux en échographie ou pas? Jésus la main ou pas? Ouais, une petite dizaine, un petit peu 10-15%. Parce que c'est vrai que l'approche que tu décris est une approche qui est un petit peu particulière où il faut mobiliser le patient. Il y a l'approche que tu as montrée dans les premières diapos où tu avais l'approche habituelle qui ressemblait finalement au bloc pudendal. On va dire conventionnel, était peut-être aussi à proposer, mais c'est vraiment un bloc à proposer en douleur aiguë post-opératoire pour la chirurgie anorectale et de verge. Une question, Laura. Clairement. Oui. Il y a, alors pour cette approche, il y a une vidéo, je pense qu'ils sont là, il y a une vidéo, il y a de Quincy, très intéressante sur le bloc pudendal, qui est vrai, qui a été un bloc, qui est plutôt oublié, et sur la voie, notamment dans la processus rectale. Alors, c'est une très bonne voie aussi. C'est vrai qu'il y a moins de risques de diffusion osseatique, mais encore une fois, si on limite les volumes, on limite la diffusion osseatique. Par contre, c'est vrai que sous l'échographie, quand même, il faut un peu, sous neurostime, on a l'habitude, sous
biguidage, on va dire neurostime plus échographie, il faut un peu d'entraînement là-dessus. Et puis, pour bloquer toutes les branches, il faut un peu plus de volume. Sinon, on a tendance, avec le petit volume, à bloquer que le périnéal principalement. La neurostimulation peut être couplée, Marc, tu peux y aller. Laura, une question? Merci Cyril. J'ai 2 questions. La première, tu fais une sédation, oui ou non? C'est une très bonne question. C'est des patients très sensibilisés dans la fatigue, donc en général, juste au moment du point de la ponction, oui. Mais c'est vrai, je fais pas d'évoque de remixanthanil comme sur d'autres procédures ou quoi que ce soit. C'est un peu de propofol au moment de la ponction au niveau glutéal. D'accord. Et la deuxième question, quand tu fais un bloc test, après tu fais un niveau où effectivement ça laisse plusieurs voies parce que après il y a des ultérieures divisions. Donc tu fais quoi après? Parce que au niveau où tu fonctionnes. Tu veux dire faire les différentes voies en fonction du site lésionnel suspecté? Voilà, parce qu'après, tu as différentes branches qui peuvent partir de là. Donc, tu restes là à ton bloc test et après, tu gères. Alors, il faut savoir, si vous regardez vos comptes rendus des blocs qui sont faits en radio notamment, souvent, ils infiltrent à 2 endroits. Ils le disent, ils le décrivent, à l'épine sciatique et dans le canal d'Alcock. Ouais. C'est vrai que nous, enfin, personnellement, et ce qui est décrit dans les papiers, moi, je le fais qu'à l'épine sciatique parce que mon but, c'est de savoir si. Alors attention, parce qu'un bloc test positif du nerf pudendal, c'est pas forcément une névralgie pudendale. S'il y a une douleur dans la région, on éteint la sensibilité de la région, bah, on va avoir un bloc positif et les gens sont persuadés que c'est une névralgie pudendale, alors qu'ils répondent pas forcément aux critères de Nantes. Donc ça, c'est des choses. Ne poussons pas tout le monde au bloc test. Faut être sûr d'avoir une idée derrière pour proposer, parce que sinon le patient a l'impression d'avoir un diagnostic, mais qui est pas forcément le vrai. Et la deuxième chose, je le fais que au niveau de l'épine sciatique parce que c'est là où je vais pouvoir appliquer ma procédure derrière, qui est la radiofréquence pulsée. Donc je le fais qu'à ce niveau-là, et la radiofréquence pulsée va marcher même si c'est un entrappement un peu plus bas. La seule chose où je change ma voie d'abord, c'est si j'ai une suspicion de piriforme, d'obturateur interne et de conflit à ce niveau-là, bah à ce moment-là, je vais plutôt aller faire d'autres thérapeutiques, et notamment du botox dans l'obturateur interne ou dans le piriforme pour relâcher. Mais à ce moment-là, je fais pas des blocs tests du pudendal à proprement parler. Merci. Merci beaucoup, Cyril. On peut t'applaudir encore très fort. Merci de ta présence et à très bientôt. Merci beaucoup, Cyril.